Et dernière table ronde de ces journées, et puis je me rappelle juste qu'il y aura un temps de synthèse des deux journées qui sera animé par Florence Weber et moi-même. On va voir notre capacité à être synthétique. C'est pas une de mes qualités premières, on va dire. Mais avant, on a cette table ronde, donc on a entendu plein de choses, hein, des choses complémentaires, des choses un petit peu en écart, on va dire. Donc l'idée de cette table ronde, c'est d'échanger, de continuer un petit peu cet échange un peu plus long que le temps de discussion qui suivait de chaque intervention. Qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des questions dans la salle et puis des questions dans le chat aussi qui pourraient alimenter ce temps d'échange, en fait. Moi, j'ai une première question que j'ai envie de poser à Marie Basson. Moi, quand j'étais étudiant, on me disait sur le plan biologique qu'il y avait la nociception et que la douleur était déjà le vécu de la douleur de cette nociception par la personne. Effectivement, David Le Breton, lui, dit la douleur, c'est biologique et la souffrance, c'est le vécu. Donc, en fait, comment superposer tout ça, en fait? Je réponds. Oh non, je peux faire sans micro. Si. Allez, micro. La question n'est pas quelle est la réponse vraie ou fausse. La question est qu'est-ce qui, pour moi en tant que clinicien, a du sens. Moi personnellement, ce qui me met les choses dans les cases, je suis très cartésienne. La nociception, c'est une information qui remonte de la périphérie, qui est modulée au niveau de la moelle épinière, qui est modulée au niveau de différents relais, qui est interprétée au niveau cérébral. Il en résulte une expérience douloureuse. Cette expérience douloureuse, je ressens la douleur avec ses caractéristiques de descriptif très physique, très factoriel, mais je ressens aussi des émotions, mais je me comporte aussi dans le monde, ce qui fait que finalement mon expérience douloureuse, elle comprend une partie très discriminative en lien avec la douleur très physique, mais aussi des émotions, mais aussi la façon dont je me comporte, donc du bio, du psycho et du social. Et où est-ce qu'on met les choses? Moi personnellement, pour moi la douleur est une résultante cérébrale d'une interprétation de différentes afférences, dont la nociception, et la différence entre douleur et souffrance, pour moi, se fait dans ce modèle biopsychosocial, un peu comme, enfin, la vision que j'ai du modèle biopsychosocial, ce sont les anneaux comme un oignon, en fait, avec le bio au milieu, le psycho, qui est la souffrance, et le social, qui est comment je me comporte dans le monde. Qu'on utilise ce modèle-là, ou qu'on utilise un autre modèle, dans la mesure où le modèle est suffisamment exact d'un point de vue scientifique, ça ne pose aucun souci. Juste, il faut qu'on sache soi-même quel mot on met derrière. Je ne sais pas si ça aide. Je voudrais compléter la question de famille. Il me semble qu'on n'a pas seulement le problème des mots indicibles, on n'a pas seulement le problème de trouver des nouveaux mots. On a aussi le problème des mots justes et de s'entendre sur ces mots justes. Et en vous écoutant, à certains moments, j'ai le sentiment qu'il y a une culture commune qui ne s'est pas faite ou qui a du mal à passer. Il y a un problème de transmission du sens des mots. Et je suis vraiment frappée à certains moments, votre langue n'est pas la mienne, mais à certains moments, je retrouve les mots de la mienne, mais on donne pas le même sens aux mots. Et donc, moi, j'ai des moments de grande difficulté cognitive, on va dire, quand j'entends, par exemple, le terme artisan qu'a utilisé Aurélie. M'a fait beaucoup de bien, parce qu'avant, j'ai entendu artiste, et moi, je suis très, très mal à l'aise quand on dit que la médecine est un art au sens de l'artiste. Je ne comprends pas ce qu'on dit. Alors que quand on dit que c'est un art au sens art appliqué, au sens artisan, là, je comprends quelque chose. Mais pour moi, l'artiste, c'est un domaine en pleine évolution aujourd'hui, avec tout un discours sur art et création, créativité, etc., qui n'a pas énormément de sens du point de vue de ce qu'on considère comme un art, les arts et métiers, enfin voilà. Donc pour moi, on est dans un malentendu
au niveau de au niveau de l'usage même des mots. Je retrouve ça aussi avec, par exemple, on a entendu tout à l'heure quelqu'un a dit care, cure et courant. Et moi, quand j'ai commencé à parler de care avec des collègues américaines, elles m'ont dit, je comprends pas ce que tu dis quand tu utilises le mot care, parce que pour nous, on a le health care, qui est exactement le soin médical. Et donc, jamais on opposerait le care et le cure. Donc, je ne sais pas d'où vient le mot cure. En tout cas, il ne vient pas de la culture américaine, puisque aux États-Unis, c'est health care. C'est comme ça qu'on appelle le soin médical. Donc, on a aussi un problème autour de la traduction. Et ce n'est pas seulement un problème d'être juste ou faux, c'est que quand on utilise des mots qui n'ont pas le même sens pour les deux personnes qui t'écoutent, les choses deviennent compliquées. Donc je pense il y a aussi d'autres choses sur les références. Voilà, donc à certains moments, j'ai du mal. Par exemple, le souci de soi, c'est Michel Foucault. Oui, il y a Michel Foucault, mais ça a été aussi réapproprié par d'autres... oui, mais dire c'est très fausse, alors que c'est Foucault, oui. Ça fait très très bizarre pour quelqu'un de suffisamment âgé pour savoir que c'est Michel Foucault qui a popularisé le terme au point que c'est devenu ensuite un débat, une controverse, des idées, etc. Donc moi, à certains moments, voilà, j'ai du mal avec pas seulement le fait qu'il y a des mots, il y a des choses indicibles, avec lesquelles je suis entièrement d'accord, notamment sur le fait qu'il y a la part de... Il y a des limites, mais voilà, mais par exemple, le terme confiance, pour moi, c'est extrêmement important. J'ai utilisé le terme relation de confiance. Moi, c'est quelque chose qui est très, très solide. Je ne sais pas si c'était spécialement avec les médecins, avec les masseurs-kinésithérapeutes, avec les ethnographes, c'est quelque chose qui est une relation de confiance. Ça se construit dans la durée, ça a des effets. Donc, voilà, moi, c'est un vieil intérêt pour la justesse des mots. Et je pense qu'on est dans une période où nous tâtonnons pour trouver un mot qui dise la même chose avec des gens qui sont de générations différentes. Langage universel. On cherche un langage universel pour modéliser les choses qu'on perçoit aussi, chacun avec sa sensibilité. Parce qu'en fait, le langage de la médecine, il est modélisé par la science, mais il est perçu par des humains. C'est de l'humain sur de l'humain. Quand je mets mon stéthoscope, ok, j'ai appris que certains bruits voulaient dire ça, mais mon oreille, on n'a pas tous la même musicalité à l'entendre, et de la même manière que quand je touche un patient, encore une fois, je trouve qu'on... En fait, la très grande difficulté, c'est que on traite toute la journée, certes, beaucoup de sujets objectifs, mais on traite aussi beaucoup de subjectivité qu'il faut rendre objectif pour qu'on comprenne tous les choses. Parce que c'est aussi des expériences qu'on vit à travers nos patients. Est-ce qu'il faut rendre la subjectivité objective ou est-ce qu'il faut essayer de comprendre la subjectivité? C'est-à-dire que moi, je suis un peu... quand vous dites la science, comme si c'était possible d'avoir une science universelle, une seule et universelle. L'intérêt de cette vie, l'intérêt de cette complexité, c'est bien toutes les individualités. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est enrichissant. Mais en même temps... Oui, il y a un côté rationalisé. Déjà, on pourrait travailler sur ce terme, rationaliser la raison pour se rassurer soi-même. C'est ça, mais là, est-ce qu'on a besoin de se rassurer soi-même en tant que soignant ou est-ce qu'on a besoin d'essayer de comprendre l'individu qu'on a en face de nous, bien sûr. Mais pas de le mettre forcément dans des statistiques. C'est impossible, en fait. On l'a vu, ça fait 2 jours qu'on essaye de voir que c'est impossible. Et Edgar Morin bien dit, radote, parce que moi je le comprends. Alors je me dis, une fois que je comprends quelqu'un, autant que j'en profite un peu. Mais c'est ça, c'est
essayons d'enrichir nos lunettes, Exactement. mais sans essayer de raboter forcément la réalité. Non, On pourra pas mettre dans des cases. Et on voit bien, et c'est là-dessus où moi je soutiens le fait qu'on se retrouve exactement dans la même dynamique enfin, la même problématique entre la physique classique et la physique quantique. D'ailleurs, la plupart, la physique est utilisée pour décrire la matière et les lois de la nature. On y répond en tant qu'humain. Hein. On y constitue une matière et on appartient à la nature. Donc on utilise des procédés de physique. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos concepts, et particulièrement avec cette médecine où on veut faire tout rentrer dans des cases, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. En tout cas, on voit bien qu'au but, il y a un truc, on peut faire rentrer certaines choses, mais dans l'application, la case, elle est un peu Je propose aux étroite. autres de réagir, si vous voulez. Est-ce que vous voulez réagir à l'interprétation? Il y a Jacques aussi. Est-ce que Aussi, j'entends. Jacques Vaillant, en fait, s'il va intervenir. Ça va faire des gros larcènes de partout. Est-ce que tu peux couper le son, s'il te plaît, là-bas? Ok. tu as oui. Non, c'est moi, ça. Là, normalement, c'est bon, on devrait vous entendre. Peut-être remonter un peu. C'est bon, on vous entend. Oui. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Juste par rapport à la notion, est-ce que la médecine et la kinésithérapie sont un art? C'est vrai que c'est un débat. C'est un débat, en fait, surtout si on cherche. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire dire. Du coup, je ne sais pas moi-même quel est le bon terme. Ce qu'on peut constater, c'est que deux médecins qui prennent en charge au même moment le même patient, quand bien même ils seraient de la même discipline, ou deux kinésithérapeutes, quand bien même ils prennent le même patient, ayant à peu près la même expérience personnelle, ne vont pas réaliser la même chose. Ils ne vont pas faire exactement le même constat. Du coup, ça, je ne sais pas comment le nommer, en fait. Voilà. Je ne sais pas grand-chose. Ok. Et moi, je veux bien rebondir sur artisan et artiste, parce que c'était très volontaire de ma part de dire artiste, dans le sens où un artisan, et ça rebondit sur ce que Jacques Vaillant vient de dire, un artisan est quelqu'un qui reproduit un savoir ou un savoir-faire avec son unicité, mais sans forcément se laisser inspirer par quelque chose de potentiellement invisible, alors que l'artiste acquiert petit à petit des techniques jusqu'à les mettre en œuvre, à gagner en expérience par rapport à l'utilisation de ces techniques-là, jusqu'à se laisser inspirer pour créer des choses qui n'ont jamais existé et des choses qui parfois viennent d'intuitions qui ne sont pas palpables. Et ça rebondit sur d'autres présentations. Et qu'à un moment donné, face à un patient qui vit l'imprévisible, peut-être que, en tout cas moi dans ma pratique, et donc ça ne peut pas être une généralité, mais en tout cas moi dans ma pratique, j'observe de plus en plus que plus je me laisse toucher par ces éléments d'intuition, qui sont peut-être, si je le raisonne un peu plus, le fait qu'avec l'expérience, il y a un chinte cognitif qui fait que finalement je ne suis pas forcément consciente totalement de tout le mécanisme cognitif qui est présent pour me faire arriver à la résultante de propositions thérapeutiques. En tout cas, j'ai l'impression que parfois, ma proposition thérapeutique ne correspond à rien qu'on peut justifier ou argumenter avec les connaissances ou les savoir-faire ou les expériences que j'ai antérieurement. Et pourtant, c'est justement là que les prises en charge sont les plus efficaces. D'où cette notion d'artiste. Je pourrais juste... Plus efficace. Avant de lire une question, je voulais juste répondre à la question du Cura et Cure. C'est plus mon background théorique, on va dire d'ici. Ma formation initiale de psychologie sociale et de psychologie sociale de la santé en particulier, c'est des écrits qui sont assez fréquents et qui sont aussi en psychologie sociale et en sociologie de la santé présents. Le travail du CAR avec avec les aides-soignantes, par exemple, a été assez bien décrit par une grande sociologue française. Donc,
moi, je me suis basée sur ces écrits-là pour construire ma réflexion théorique. Et je sais qu'il y avait Foucault, mais c'était pas mon champ théorique. J'en avais déjà beaucoup. Du coup, j'ai fait un choix, j'ai fait un choix raisonnable. Mais je désespère. Je vais me pencher là-dessus. J'ai un intérêt certain sur l'analyse du discours et ce genre de choses, mais j'avoue que ça faisait pas partie de mes compétences. Je ne pourrais pas aller jusque-là. Et d'ailleurs, mes directeurs de thèse n'ont pas voulu que j'aille là-dedans. Voilà. Mais c'était une remarque pour la question de la culture commune. On part... en fait, on a des histoires, nos différentes disciplines, psychologie sociale, théorie du care, etc. On a des histoires qui divergent à un moment donné. Et éventuellement, le premier point, quand on veut discuter de discipline à discipline, c'est de repérer qu'il y a des malentendus sur des mots. Et c'est intéressant. On dit, toi, tu dis un mot, moi je dis le même mot, mais en fait, on ne veut pas dire la même chose. Oui. Et donc, je pense que c'était juste une remarque avant de pointer la polysémie. Il faut une terminologie commune, en fait. Je lis peut-être la question. Tu veux parler? Non, je voulais juste dire quelque chose. Il y a pas... Noir, c'est noir. Non, mais avant. Noir, c'est noir. Bleu, c'est bleu. C'était juste une discussion dans des mots. Donc, simplement, le fait d'arriver à se comprendre quand on parle. C'était très radé pâquerette. Hein. C'est pas du tout... je ne dis pas du tout ce que vous dites sur l'indicible et tout ça, je trouve pas fascinant. Mais pour qu'on se parler, déjà qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que l'art. Enfin voilà, au moins, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que, voilà, science dure, science molle, moi, je ne peux pas entendre ça. Mais je peux aussi expliquer pourquoi je ne peux pas l'entendre et pourquoi d'autres gens peuvent utiliser. Mais il faut simplement qu'on se mette d'accord sur quel est le collectif qui utilise ces mots-là aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment le problème de collectif. À certains moments, on ne fait pas partie des mêmes collectifs, mais il faut qu'on fasse un effort pour s'entendre. Donc il faut aussi que chacun entende pourquoi l'autre ce mot-là est pas. Et il y a en fait l'intervention de Myriam sur l'interprofessionnalité ou l'interdisciplinarité. Moi, je me rappelle d'un travail qui a été fait à Paris-Nord, à Paris 13, sur justement comment faire travailler et améliorer cette interdisciplinarité entre différentes professions de santé. Et en fait, une des solutions qui était identifiée, c'est déjà trouver une terminologie commune. Quand un kiné parle d'amplitude articulaire de transfert, qu'est-ce que l'infirmière va saisir en fait? Donc effectivement, cette grosse question en fait de terminologie commune et de mettre le même sens, d'avoir donné le même sens aux mots qu'on échange. Je dirais même plus, ça pourrait nous permettre de trouver de nouveaux sens, de trouver des nouvelles façons de penser le mouvement, et c'est très riche de pouvoir échanger sur des différents concepts qui viennent d'ailleurs, d'autres disciplines, mais même d'autres horizons, parce que justement, ça peut nous aider à penser différemment, même notre cœur de métier. Voilà. Et vous ne pensez pas qu'on le fait déjà tacitement à l'hôpital, de manière... Ben moi, je suis à l'hôpital déjà. Pas ça à l'hôpital. On travaille tous en équipe, l'infirmière... On travaille en équipes différentes. On ne connaît pas bien ce que fait l'autre. Il y a des corporatismes très forts à l'hôpital. C'est des hiérarchies. Ben oui, mais on travaille. Oui, on a un problème pour travailler ensemble. On peut faire mieux, mais on le fait quand même tous les jours. Parce qu'à l'échelle du nombre de patients qu'on prend en charge, on peut... Alors ça, je suis complètement d'accord, on a beaucoup à améliorer, ne serait-ce que sur la communication entre nous et sur la hiérarchie qui fait du mal. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on calculait le nombre de personnes qui se mettent en arrêt maladie, et dans les paramédicaux, il y a aussi ça. Vous êtes déjà sur les termes. Moi, quand j'entends à l'hôpital, vous, les non-médecins, moi, je suis masseur kinésithérapeute. On me nomme par une négation. Je ne suis pas une négation. Je suis masseur kinésithérapeute. Et moi, je suis choquée quand, dans les mails, la dernière fois, mon directeur de soins a envoyé un mail général avec
non... Le dénigrement. Eh ben, j'ai renvoyé un mot, j'ai dit je suis désolée, mais je ne suis pas une négation. Donc je suis choquée quand vous m'envoyez un mot. C'est violent quand même. Le dénigrement. Moi, pour être passé de l'autre côté, je vais vous le dire, ça m'a motivé à passer de l'autre côté. Parce que plusieurs fois, peut-être même avec des médecins MPR, je me souviendrai toujours, quelqu'un qui allait m'expliquer quel exercice j'allais faire. Bon, la différence, et en médecine, on n'étudie pas la thérapie gynéque que moi j'ai étudiée avec Madame Chaffranjon, qui est plus là, mais voilà, on n'étudie pas ça. Nous, on étudie d'autres choses, mais on n'étudie pas la thérapie gynéque. Donc, c'est toujours un peu compliqué qu'on soit, comment dire, censuré sur un truc qui est quand même notre domaine d'expertise. Et quand on voit quand même que toute la médecine est faite en domaine d'expertise, quand on attaque le kinésithérapeute en lui disant bah non, tu es paramédical et t'es pas médecin, mais pourtant tu es expert dans ta pratique, mais pas assez dans la mienne, c'est compliqué. Et je vous l'accorde tout à fait. Et là-dessus, il faut qu'on progresse. Parce que, il faut qu'on progresse sur l'indisciplinarité, il faut qu'on progresse sur travailler ensemble. Et moi, je suis d'accord sur la terminologie. C'est important de se parler, mais avec des mots qu'on travaille ensemble. Oui. Enfin, voilà, redéfinissons des fois certains mots qu'on croit connaître. Mais chacun... Et la culture peut-être... mais ça, c'est une culture propre à l'hôpital, peut-être, et qui a pas... qui est différente du soin, en fait, de ce qu'on fait tous les jours. Et puis en plus, quand vous dites l'hôpital, c'est pas forcément la même chose dans les différents hôpitaux, dans les différents services. Je dis que là, oui. Et par contre, ce que j'entends du point de vue de la sociologie des professions, c'est qu'il y a un conflit juridictionnel, c'est-à-dire qu'il y a un conflit pour savoir quel est le territoire de compétences des différentes professions qui sont présentes. Et ce conflit, il n'est pas simple, parce qu'il peut être interprété en termes de mépris, il peut être interprété en termes de dénégation, et à un moment donné, le concept d'Abbott, qui est le territoire juridictionnel, c'est qu'il y a des institutions qui construisent des territoires juridictionnels, et manifestement, moi je pense qu'on est dans une crise institutionnelle, on est dans une crise des institutions. Et en même temps, on voit bien qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde à l'hôpital, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui manque, alors on passe du temps peut-être à dénigrer dans la hiérarchie, etc., mais quand il manque quelqu'un sur le bateau, bah, c'est compliqué. Hein. Ça, on a vu aussi qu'à faisant fonction d'eux, par exemple, quand j'ai travaillé dans le Nord, où il n'y avait pas de médecins, et donc les infirmières faisaient fonction de médecins. Ouais. Quand on est sur la Côte d'Azur, il y a plein de médecins, les infirmières n'ont pas à faire fonction de médecins. Donc on voit bien qu'on est en train de trouver des choses et qui sont jamais les mêmes selon le contexte institutionnel local. Et donc, comme on croit qu'à l'hôpital, ça se passe pareil ici et là, les services à domicile, c'est pas la même chose ici et là, parce que ça dépend de la division du travail, des ressources, etc. Donc, on voit bien qu'on est aussi dans quelque chose qui est très tendu. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, demandez à un gynécologue qu'est-ce qu'il pense de l'exercice de la gynécomètre par les sages-femmes. Il vit exactement la même chose que parfois le kiné peut ressentir vis-à-vis du médecin. Hein. Parce que, vu par le gynéco qui a fait 10 ou 12 ans, il voit toute une partie de sa pratique basculer dans le champ des sages-femmes. Donc oui, je rejoins ce que dit Mme Weber. Mettre fin au débat, enfin au ping-pong entre Aurélie et Laurence. Excusez-moi. En fait, moi, je voulais continuer après et Samir, voilà, je voudrais juste dire quelque chose. En fait, la définition du travail d'équipe de l'OMS, à mon avis, c'est quand même pas du tout ce qui existe en France. Ça existe peut-être dans les pays anglo-saxons. La base du travail d'équipe, déjà, un climat de confiance et une horizontalité des échanges. Et en France, ça reste quand même un système très vertical, c'est-à-dire il y a le médecin-chef, le patron d'ailleurs, hein, le service, c'est les mots utilisés. Hein. Et dans les hôpitaux, c'est quand même la terminologie militaire, hein, le patron, le chef, etc. Et en fait, il a un certain nombre de collaborateurs, sans dire les déclinaisons de ce terme, qui vont tous œuvrer pour exécuter le plan de soins que le médecin a décidé. On n'est pas encore dans une construction commune de l'ensemble. Ce qu'on disait tout à l'heure, le travail d'équipe, c'est le croisement des regards pour appréhender le patient de dose
dans son entièreté, on va dire, et puis ensuite construire un plan de traitement avec le patient d'ailleurs, au centre. On n'est pas encore, peut-être, bien sûr, heureusement, il y a certains lieux où l'horizontalité existe, mais le système dominant, à mon sens, c'est quand même un système vertical. Et c'est un peu compliqué. Ça reste encore compliqué. Je ne pense pas que les États-Unis se soient si horizontal que ça. Je suis désolée, il y a la vision qu'on nous donne du système américain. Je ne suis pas spécialiste de la médecine américaine, mais je crains que l'horizontalité soit un vieux pieu. Un vieux pieu, oui. Ouais, mais on a la RCP. Regarde. Il commence un peu à... En tout cas, les Américains nous envient, les chercheurs américains nous envient un certain nombre de choses en Europe. Par exemple, le règlement général de protection des données, pour nous, c'est un poids bureaucratique. Pour eux, c'est enfin quelqu'un qui fait quelque chose contre les GAFA. Donc, il faut voir aussi les deux côtés de l'Atlantique. On n'a pas du tout la même vision de ce qui est positif ou négatif dans les deux pays. Moi, je me permettrais d'être un peu plus optimiste quand même, parce que ce que j'entends là ne correspond pas forcément à ma réalité. Autrement dit, celle que j'ai vécue pendant ma vie professionnelle, qui est sur sa fin, comme vous pouvez l'imaginer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des relations à avoir, et ces relations, elles doivent être toujours de gagnant à gagnant. Si vraiment la situation est impossible, infernale, je crois que c'est une situation qui va péter, qui ne peut pas perdurer. Et je vais faire allusion au tout début de l'après-midi d'hier, où on a eu quelque chose sur les compétences interprofessionnelles. Si j'ai bien compris, il était question de faire découvrir en formation initiale à des étudiants quel pouvait être le métier de l'un ou de l'autre. Ok, très bien. On peut se poser la question de l'opportunité de découvrir ça en formation initiale à un moment où les étudiants ne savent pas encore ce qui est incliné et ce qu'il va faire. C'est un autre problème. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le milieu dans lequel j'exerçais, on savait forcément très très bien ce que faisait l'orthophoniste, l'ergo, éventuellement la PA, parce que ça correspondait à des besoins qu'on avait. Donc on était content ou pas content, on était obligé de travailler ensemble. Et le fait qu'on travaille ensemble correspondait à quelque chose dont on tirait tous bénéfice. Et donc, pour moi, il n'y avait pas ce problème de barrière, ce problème de territoire revendiqué ou de nécessité de sortir ses crocs pour qu'un tel n'empiète pas sur mon territoire ou pas, de mots partagés ou pas, c'était peut-être pas les mêmes, mais il faut aussi garder. Je crois qu'on n'a pas eu du sens aussi beaucoup dans ce jour et nuit, mais le sens c'est bien, mais le bon sens c'est pas mal non plus, c'est peut-être plus simple. Et peut-être qu'il faut être pratico-pratique. Si vraiment il y a des situations, encore une fois, qui sont intenables, elles sont intenables, elles ne peuvent pas perdurer. Je crois. Et encore une fois, moi, je voudrais apporter une touche un peu plus optimiste parce que ce que j'ai pu connaître correspondait à quelque chose de plus souriant. Je trouve que ce sur quoi on est en train de déboucher maintenant. Et puisque j'ai la parole, je la garde et j'essaie de le faire vite, ma grande découverte à travers cette journée et demie, c'est la démystification de l'EBM, dans la mesure où l'image que j'en avais, mais parce que je n'avais pas suffisamment lu et parce que je n'avais pas suffisamment approfondi le concept, et j'ai encore pas mal de boulot à faire par rapport à ça, c'était cette image que j'avais où tout devait être fait en fonction des dernières données de la science. Et qu'est-ce qui est jubilatoire pour moi d'avoir entendu ce que j'ai entendu, à savoir qu'il n'y a pas que la science avec les méta-analyses et les derniers articles sortis, qui d'ailleurs reposent sur des données qui sont peut-être anciennes et dont les qualités méthodologiques sont parfois complètement douteuses. Donc, à travers cette EBM, la prise en compte de la part d'humanité, je suis désolé de reprendre ce mot, hein, tu as lancé Samir, hein, mais la prise en compte de cette part d'humanité du soignant, qui est guidée par effectivement des données de la science, mais aussi par la prise en compte de son patient qui peut apporter des choses, ou pas parce qu'il a le droit aussi de vouloir se laisser guider et de ne pas vouloir intervenir. Donc moi je pars plutôt confiant à tout point de vue, et encore une fois c'est une belle découverte pour moi que cette notion de BM. Merci. Je vais juste lire la petite remarque. Alors, il y a marqué comme dans l'art, il y a des techniques, principes de base, mouvements actifs, passifs, pinceau, peinture, qui varieront selon le patient ou le tableau.
et l'intuition fait inventer des techniques. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc je ne sais pas, Florence, je veux comment essayer de faire une petite synthèse. On fait la discussion, les enfants. Alors. Il y a un moment. Ah, mais j'ai passé, s'il te plaît. Merci. En fait, de ce qu'on a dit aussi, des fois, comment dire, on force le trait. Mais bien sûr que je suis d'accord avec toi, Thierry. J'en avais parlé avec Florence tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui est, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, Florence. Quand moi, j'ai pris un exemple personnel. Il y a un neurologue avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais régulièrement, il me dit, mais Samy, il y a un nouveau patient qui arrive, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu as le temps? J'aimerais bien qu'on aille le voir ensemble. C'est une reconnaissance, j'ai envie de dire, pas d'office pour un kiné lambda, c'est parce que il y a une habitude de travailler, une reconnaissance, comment dire, singulière. Mais ce qui serait formidable, c'est ce genre d'attitude, en fait, de façon de faire, soit plus naturelle. Et je pense qu'on n'est pas totalement et partout là-dessus. Mais je me trompe peut-être. Je te donne. Merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à ces journées. Je trouve que c'était une véritable réussite. D'abord, il y a une grande richesse des débats. Et puis, on sent, malgré les difficultés éventuelles, une volonté de coopérer entre professionnels de santé, ça il me semble que ça a été dit, mais aussi entre chercheurs et professionnels de santé, et entre chercheurs en sciences biomédicales et, me semble-t-il, en sciences sociales. Et ce que j'ai découvert autour de EBM, EBP, EBH, c'est quelque chose dont, au fond, je n'avais pas vraiment idée avant d'arriver. Et je n'ai pas réussi à me rendre compte s'il y avait un dissensus autour de ces notions ou un consensus. Et donc, ce que j'ai retenu de la discussion sur le BM, c'est que dans les années 60, ça a été lancé par une génération qui souhaitait apporter quelque chose de nouveau par rapport à la génération précédente. Et donc, on a beaucoup discuté sur l'intérêt de cette EBM et sur les usages qui en ont été faits. Et du coup, je me demande aujourd'hui à quoi ça sert de retourner à l'origine de l'EBM, et est-ce qu'on ne pourrait pas simplement se demander la génération qui arrive aujourd'hui, comme la génération qui arrivait dans les années 60, qui avait besoin de s'affirmer par rapport à ses prédécesseurs, de quoi la génération actuelle qui arrive a-t-elle besoin? Et pourquoi elle utilise aujourd'hui, dans certains cas, un nouveau paradigme? Donc, est-ce qu'il y aurait un nouveau paradigme différent de l'EBM, et contre quoi ce nouveau paradigme se construirait? Donc, il me semble qu'on a pas mal discuté des questions de système de soins, de hiérarchie statutaire, de rapport de force mouvant. J'entends aussi quelque chose que j'ai entendu cet après-midi que je trouvais très important, c'est que l'evidence-based practice, ça donne de la valeur aux professionnels qui l'utilisent. Et donc, je pense que cette question de la valeur qu'on accorde à telle ou telle science, il me semble que c'est extrêmement important, et que c'est peut-être aussi une façon de se demander, est-ce que c'est bien que la valeur qu'on donne à une discipline, elle soit liée à cette evidence-based practice, ou est-ce qu'on peut inventer autre chose qui serait à la fois intellectuellement satisfaisant et valorisant socialement? C'est-à-dire, vous avez un devoir à réaliser chez vous en rentrant, c'est de réfléchir à un nouveau paradigme
qui tiennent compte en fait de toute l'analyse qu'on a eue ces 1 jour et demi, comme l'a dit Thierry. Est-ce qu'on pourrait imaginer un nouveau paradigme qui corrigerait en fait, soit qui corrigerait un peu les limites de l'EBM, ou carrément partir sur quelque chose de nouveau en fait, et qui soit peut-être un peu plus en accord avec les conditions objectives de travail aujourd'hui. Exactement. Et puis, il y a un élément qui a été identifié, parce que tout à l'heure, je voulais intervenir, mais on est un peu limité par le temps, parce que le sujet est intéressant. Jacques Vaillant l'avait cité, il avait évoqué, on a parlé du déremboursement, de l'homéopathie, puis on est revenu dessus. Mais en fait, vu qu'effectivement la valeur qu'on accorde à une profession, a priori, elle dépend aussi du niveau d'utilisation, de reconnaissance des techniques, de la scientificité, de la preuve scientifique d'après de l'EBM. La kinésithérapie, elle a une grande part de techniques qui ne sont pas encore prouvées par la science. On a parlé du toucher, toutes les techniques de thérapie manuelle. En fait, et puis le vrai danger, entre guillemets, si on veut être tranquille, ne pas être embêté par l'HAS, par ce que j'ai appelé tout à l'heure les instances de droit, de législation et de déontologie, etc., est-ce qu'on devrait gommer, supprimer tout ce patrimoine de techniques, finalement, qui n'est pas prouvé je veux dire, scientifiquement, comme le voudrait en fait l'évidence-based medicine. Et donc, du coup, il y a déjà des kinésithérapeutes en France. Les cabinets deviennent... Je fais un clin d'œil à Emmanuel Durand, une kiné à Paris. Il y a des cabinets de rééducation qui deviennent des véritables salles de sport. Parce qu'effectivement, les STAPS ont les moyens, ils ont la formation, les moyens pour éprouver leur technique et donc les faire valider, etc., etc. Alors que tout ce qui est, en fait, tout ce qui est, comment dire, la particularité de la profession de kiné qui passe par le toucher, etc., comme tout ça est difficilement, entre guillemets, démontrable, hein, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a de vraies questions. Et puis, une autre question que je me pose, est-ce que ces techniques-là, peut-être, dans quelques années, si on ne fait pas attention, est-ce que la Sécu, etc., veut dire, ce que vous faites, c'est pas démontré, donc vous ne serez pas remboursé, vos séances ne seront pas remboursées, même que peut-être on serait à la limite de l'engagement de notre responsabilité juridique parce qu'on pratiquerait des techniques qui ne seraient pas démontrées. Donc il y a quand même cette partie-là qui est en question. Bon, on t'arrête là. Tu peux faire une séquence. Je vais le dire demain. Donc, en tout cas, voilà, il y a de l'évidence base humaine parce qu'ils m'ont fait un coup tout à l'heure à 10h, je ne m'attendais pas du tout. Mais en tout cas, on ne peut pas, j'imagine, être un professionnel de santé sans s'engager un minimum. On ne peut pas être dans la relation à l'autre sans, comme l'a dit Thierry, sans humanité. Ce que je remercie, je remercie d'abord les congressistes, les intervenants, parce que sans vous, c'est pas possible que ces journées puissent se tenir. Je remercie l'équipe de l'AREC, Chantal, Sandy, Jeanne, tous ceux qui donnent des coups de main de près ou de loin, parce que vous l'avez compris, l'AREC, ça reste une toute petite association, mais malgré tout, je pense qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Et donc, vous savez qu'il y a une page Facebook, il y a le site de l'AREC, il y a nos adresses. Si vous avez des suggestions d'amélioration des journées, bien évidemment, elles sont les bienvenues. Si vous avez des propositions de sujets pour l'année prochaine, bien évidemment,
elles sont les bienvenues et ces suggestions-là, on vous les fait depuis tout le temps. C'est pas que depuis Calliope existe. Et la couche de Calliope veut aussi que vous nous écriviez par mail vos remarques, vos réclamations, vos suggestions de sujets, parce que ça fait partie des 32 critères qu'il faut remplir pour avoir la certification Calliope. J'espère que ces 2 journaux vous ont véritablement plu, que ça un peu... on avance grâce au dissensus aussi, pas que le consensus. Et puis, je vous souhaite un bon retour chacun chez vous. Ceux qui sont en distanciel, ils auront le droit à la déconnexion s'ils le souhaitent. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche et puis à la prochaine, j'espère. Merci.